Europe Soir. 18h33 sur Europe 1, le face-à-face. Nicolas Poincaré, c'est le débat d'Europe Soir. Avec nos éditorialistes Natacha Polony et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors en attendant ce nouveau gouvernement qui devrait être annoncé d'une minute à l'autre, vous avez suivi comme nous la conférence de presse de François Bayrou dont Isabelle Millet parlait à l'instant. Le garde des Sceaux démissionnaire sur fond d'affaires, même s'il refuse le terme de démission. En tout cas, Natacha Polony, un François Bayrou très offensif contre ce qu'il appelle la calomnie. Oui, puis capable de jouer sur les mots. En effet, non, officiellement, il ne s'agit pas d'une démission puisque le gouvernement n'est plus en place. Donc, bien sûr, mais de même qu'on peut jouer sur les mots et expliquer qu'il y a une délation absolument affreuse. C'est-à-dire que François Bayrou est toujours très doué pour les discours assez lyriques et pour la mise en scène et avec une certaine idée de la politique, de la grandeur, de l'honneur. Tous ces mots-là, ils sont passés. Simplement, il y a plusieurs problèmes dans cette histoire. Il y a le fait d'abord qu'il a prouvé à quel point il confondait justement son poste de ministre de la Justice et sa position de simple citoyen qui a le droit de critiquer les médias, les affaires, etc. Deuxièmement, faire allusion à la délation et à l'époque où en France on envoyait des lettres anonymes est peut-être quand même un tout petit peu indécent. C'est-à-dire qu'il y a des limites aux comparaisons, dans la mesure où on n'a pas entendu François Bayrou s'insurger contre les différentes délations, contre, par exemple, les PV d'audition qui se retrouvaient sur les bureaux des journalistes, pendant la campagne présidentielle, quand ça ne le concernait pas. Deuxième point à souligner, tout le monde suit cette affaire aujourd'hui, mais les affaires du MoDem, on les connaissait depuis longtemps. Corinne Lepage a publié son livre en 2014 et ça n'intéressait personne. Personne n'est allé creuser cela, alors que, si on peut faire un parallèle avec tout de même les affaires du Front National, c'est à peu près le même problème, c'est celui des petits partis qui ne savent pas comment se financer. Pourquoi jusqu'à présent, ça n'intéressait personne. Là non plus, François Bayrou n'a pas l'air d'être obnubilé par cette question. Il préfère en effet parler de l'ignoble campagne qui aujourd'hui essaye de le déstabiliser. Nicolas Bétou. Je pense qu'il y avait deux parties dans cette déclaration qui étaient assez bonnes. Il fait toujours des bons discours. Hein. C'est un littéraire qui a le talent des mots et l'amour des mots. Il a commencé par une première partie dans laquelle il a donné toutes les raisons pour lesquelles il était obligé de démissionner. Hein, sa position personnelle de défenseur de la probité et de la transparence depuis des années. La défense de sa loi elle-même qu'il veut porter, qu'il a portée et qu'il veut comme un moment important du quinquennat. Ne pas gêner le gouvernement, ne pas gêner Emmanuel Macron, ne pas gêner le MoDem, qui est son enfant, son bébé. Toutes ces raisons faisaient que, puisqu'il est la cible, et lui seul la cible, un petit moment de vanité, mais on peut vite le mettre entre parenthèses, puisqu'il est lui seul la cible, alors il fallait qu'il parte. Et puis, dans la deuxième partie de son intervention, il y avait toutes les raisons pour lesquelles il aurait dû rester. Et probablement, toutes ces raisons ont été celles qu'il a mis en priorité jusqu'à cette nuit, puisque hier encore, par exemple, une journaliste de l'Opinion, Caroline Vigoureux, l'avait au téléphone. Il lui disait toutes les raisons pour lesquelles il n'avait aucune intention de partir, en disant « Et vous pensez bien que sur ces sujets comme ça, je ne suis absolument pas menteur, je ne mens pas du tout. » Donc hier, il était avec en tête toutes ces raisons pour lesquelles il devait rester. Passé dans la nuit la lutte contre cette espèce de tendance à dénoncer tout. Je pense que dans la nuit ou au petit matin, quelqu'un de l'Élysée, à mon avis quelqu'un comme Emmanuel Macron, a dû lui dire « Désolé, mais ça n'est plus possible. » Et ça n'est plus possible en dépit de ces raisons qu'il invoquait, qui est le climat de dénonciation, etc. Là-dessus, d'ailleurs, il a raison. Et ce serait bien que, maintenant qu'il est maire de Pau et libéré de la charge énorme d'être garde des Sceaux, il réfléchisse un peu à la manière dont une société peut échapper à cette espèce de vrille de la dénonciation permanente, la dénonciation anonyme. Je ne vais pas je partage l'avis de Natacha Polony, suggérer qu'on en est revenu à la République de Vichy me paraît un petit peu étrange, exagéré, mais c'est vrai qu'il y a là une espèce de vrille qui, pour les hommes politiques, a une conséquence très importante, c'est que lorsque la règle était on est mis en examen, on démissionne, il y avait une intervention de la justice. Aujourd'hui, on en est à l'ouverture d'une enquête préliminaire qui fait peser le risque sur un homme politique d'être dégagé. Et probablement demain, il suffira du soupçon, le soupçon, pour faire en sorte que des hommes politiques soient obligés de quitter la scène. C'est une vraie préoccupation. Elle touche François Bayrou. Lui-même l'a utilisé à foison, y compris pour lutter contre François Fillon. Peut-être ce sera intéressant qu'il s'occupe de réfléchir à ce qu'il aurait pu faire ou dû faire
pour essayer de faire évoluer ce sujet. Disons que ce qui est intéressant à comprendre aussi, c'est en effet ce qui s'est passé dans la nuit. C'est-à-dire que dans la nuit, il s'est souvenu que depuis 12 jours, il avait pris cette décision ferme, comme il nous l'a dit aujourd'hui, bien sûr. Et entre-temps, tout simplement, il s'est passé le départ de Sylvie Goulard. Et la façon dont est raconté ce départ dans Le Canard enchaîné, avec cette explication très précise par des proches de Sylvie Goulard, disant à quel point elle leur a dit que Emmanuel Macron lui avait demandé de ne pas partir pour ne pas mettre en difficulté François Bayrou, parce qu'évidemment Emmanuel Macron serait très embêté que François Bayrou soit en difficulté. Tout cela nous raconte à peu près, je pense, la façon dont ça s'est passé. Merci beaucoup les éditorialistes d'Europe Soir, Nicolas Bétou, qui tient absolument à rajouter un dernier mot. À la fin de son intervention, François Bayrou a soutenu Emmanuel Macron. Ça devait être noté tout de même. C'est noté grâce à vous, Nicolas Bétou de l'Opinion, face à Natacha Polonier. On en vient à l'édito étranger de François Clémenceau du Journal du Dimanche. Bonsoir François. Bonsoir Nicolas. Et il se passe des choses importantes en Arabie Saoudite. Le fils du roi prend le pouvoir en pleine crise du Golfe entre l'Arabie Saoudite et son voisin le Qatar. Voilà que le roi Salman vient de désigner son propre fils comme prince héritier. Jusqu'à présent, je crois que c'était son neveu qui était l'héritier. Ça paraît anecdotique, mais ça l'est pas du tout. Oui, vous vous souvenez de Tintin, le petit prince Abdallah qui faisait des caprices. Alors, on va écarter ce cliché, cette carte postale, ce préjugé parce que c'est du sérieux, c'est ce qui se passe en ce moment en Arabie Saoudite. La monarchie saoudienne, contrairement aux cours européennes, elle recèle la totalité du pouvoir. C'est une monarchie absolue et le roi, vous le savez, est également le protecteur des lieux saints de l'islam sunnite, la Mecque, Médine. Et donc, voilà, il y a une forme de transition. Le roi est âgé de 81 ans, très diminué physiquement. On disait de lui, quand il est monté sur le trône il y a 2 ans et demi, qu'il serait un souverain de transition. Eh bien voilà, il accentue les choses en nommant son fils prince héritier. Le prince Mohammed Ben Salman, 31 ans, était déjà le grand ordonnateur de la gigantesque réforme en cours qui consiste à faire rentrer l'Arabie Saoudite dans le monde de l'après-pétrole. Il était déjà ministre de la Défense. Voilà qu'il garde toutes ses fonctions et qu'en plus, vous l'avez dit, son cousin, Mohamed Ben Nayef, quitte le ministère de l'Intérieur. Autrement dit, la place est nette. C'est lui qui, en attendant d'être le futur roi, va devenir le super régent. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter ? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Pour les Saoudiens, c'est visiblement une clarification. Si certains doutaient encore de qui était le maître, eh bien, cette période est terminée. Mohammed Ben Salman, MBS, comme on l'appelle, c'est lui le petit-fils du fondateur du royaume. Il va diriger le pays, sans doute en accentuant des politiques qui étaient déjà en cours. La guerre au Yémen contre les milices chiites soutenues par l'Iran. C'est un conflit qui s'enlise, dont on ne voit pas l'issue, qui s'est transformé en tragédie humanitaire. 2, la rupture avec le Qatar, accusé de soutenir le terrorisme et donc de saboter le Conseil de coopération du Golfe qui réunit les monarchies pétrolières. Mais surtout, l'accélération des réformes économiques et sociétales. Le plan Arabie 2030 ne vise pas seulement à se désintoxiquer d'une économie de rente, mais à mettre les Saoudiens au travail pour s'adapter à une diversification de l'économie. Et le prince Ben Salman pourrait en profiter aussi pour assouplir, par exemple, les droits des femmes. Ça a tout petit peu commencé, c'est minuscule. L'accès à la culture occidentale, à travers le cinéma notamment, ça a commencé. Et peut-être aussi, mais là, ça relève peut-être du vœu pieux, tenir les religieux wahhabites un peu plus à distance que jusqu'à aujourd'hui. Alors, il s'appelle MBS. Vous nous dites que c'est donc le futur roi d'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il s'entend bien avec la France ? Alors, il se trouve que notre actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a pas mal fréquenté le prince héritier, puisqu'ils étaient tous les deux au même moment ministres de la Défense. Les deux hommes ont de bonnes relations. Mais le plus difficile pour la France, ça va être d'essayer d'apaiser les choses entre les Saoudiens et les Qataris. Pourquoi ? Parce que nous avons des rapports stratégiques et des accords de défense avec les deux pays, mais chacun soutient deux camps opposés dans un pays que nous regardons de très près, comme le lait sur le feu. Ce pays s'appelle la Libye. Voilà l'édito étranger de François Clémenceau du Journal du Dimanche, donc sur ce petit prince moins capricieux, on l'espère, que le prince Abdallah de Tintin.